La question que tu poses face à des régimes plutôt autoritaires, je dirais, c'est que ces régimes-là, ces pouvoirs-là ont toujours eu peur de la foule. Donc un concert de rock, c'est pas forcément une bonne nouvelle, quoi. C'est pas parce que c'est pas une menace politique que le fait que ça soit une menace culturelle n'a pas d'importance. При осуществлении полномочий президента Российской Fédération. En fait, on a compris ce qui nous arrivait, c'est que nos postes, quand ils pouvaient déranger quelqu'un, étaient trafiqués par différents services secrets pour faire chier les autres. Уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Et là, c'est parti. Был настолько поражен этим экстатическим вопящим голосом. En Union soviétique, la musique n'était pas vraiment considérée comme un divertissement. Au contraire, elle était surveillée, filtrée et la plupart du temps interdite. De l'autre côté du rideau de fer, au fil du temps, une musique jugée décadente, individualiste et dangereuse se propageait. D'abord le rock, puis le punk, et enfin la techno. Et ces musiques n'étaient pas seulement des styles venus de l'Ouest, elles étaient des chocs culturels, des virus idéologiques, des formes de liberté impossibles à censurer totalement. Malgré la surveillance, la propagande et la répression, elles ont circulé sur des vinyles clandestins, des cassettes copiées à l'infini, dans des caves, des appartements et des usines désaffectées. Bonjour à toutes et à tous, messieurs, dames, je suis le Six, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Dans ce documentaire, nous allons voir comment le bruit, la musique, est devenu un acte politique. Спасибо вам за то, что вы пришли на нас посмотреть. Но, к сожалению, демократических началах. Я забываю. Я продолжаю забывать. О проведении специальной военной операции. Слава Украине! Voici l'histoire d'une rébellion sonore face à l'un des régimes les plus contrôlés du XXe siècle. Pour commencer, un petit cours d'histoire pour remettre du contexte dans tout ce foutoir. « 1945, l'Europe est en ruine, le monde entier est sous le choc à la découverte des atrocités commises par la barbarie nazie. Toutefois, deux grands vainqueurs émergent, à l'ouest les États-Unis et à l'est l'Union soviétique. Et il s'avérait que ces deux grands vainqueurs ne partageaient pas vraiment les mêmes idées. D'un côté, le capitalisme, la consommation, l'individu, le monde occidental, et de l'autre, le communisme, le collectif, le contrôle. Никогда не бывал в нашем городе светло над вечерней рекой. Le monde entier entra dans un nouveau conflit, à savoir la guerre froide, The Cold War. Ce conflit ne se joue pas seulement avec des armes nucléaires, la conquête de l'espace, des discours à l'ONU, ou bien l'espionnage. Waouh, c'est de la merde. Il se joue aussi dans les esprits, et donc la culture. Pour les dirigeants soviétiques, la culture occidentale est une menace. Hollywood, la mode, la littérature, et surtout, la musique, car la musique touche directement la jeunesse. Très sincèrement, je ne pense pas que la musique occidentale ait été perçue comme une véritable menace politique. Comme un enjeu culturel, ça c'est évident. Ouais. C'est pas parce que c'est pas une menace politique que le fait que ça soit une menace culturelle n'a pas d'importance. L'un ne peut ne pas aller sans l'autre. Mais je pense même que c'est plus important. C'est d'ailleurs une erreur qui n'est plus faite aujourd'hui par des pouvoirs autoritaires ou dictatoriaux de sous-estimer la question culturelle parce qu'elle est centrale. Évidemment qu'un concert de rock allait pas mettre à terre Brejnev, tu vois, c'est pas la question, tu vois. Par contre, c'est une erreur de croire que ce n'était pas important. Et une jeunesse qui écoute autre chose que ce que l'État autorise est une jeunesse difficile à contrôler. Dans les années 50, aux États-Unis, pendant que le jazz est contrôlé parfois à contre-cœur, le rock'n'roll arrive comme un séisme et fracasse tout sur son passage.
wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. Des guitares électriques, des rythmes un peu sensuels, une énergie incontrôlable. Déjà que dans le monde occidental, ce style musical choquait grandement une partie de la population, des bonnes mœurs, si je puis dire. Le fait de voir ces artistes à la télévision exécuter des danses, des mouvements très... ça ne plaisait pas du tout. Au contraire, ça faisait peur. C'était vu comme de la provocation. Alors imaginez comment cela est perçu à l'Est. Tout ce que l'Union soviétique déteste. Mesdames et messieurs, pour comprendre comment ces styles de musique, le rock, le jazz, le swing, étaient perçus comme des formes de contestation en URSS, j'ai rencontré et interviewé une certaine Anna Zaitsev. C'est une maîtresse de conférences en langue et civilisation russe, spécialiste de la société russe contemporaine et des cultures alternatives. Elle étudie depuis plusieurs années les mouvements de contestation et les contre-cultures en Russie. Cela fait plusieurs mois que je suis en contact avec Anna et cette dernière a réalisé une thèse soutenue en 2012 à l'EHESS à Paris, dont le titre est « Enquête d'altérité pour une sociologie des acteurs, lieu et pratique de la scène rock à Leningrad / Saint-Pétersbourg dans les années 1970-2000. Et j'ai eu la chance de pouvoir obtenir cette thèse qui était littéralement une mine d'or pour mon documentaire. Des centaines et des centaines de pages qui m'ont grandement aidé dans mon travail. Je ne pouvais pas rêver mieux comme source pour mon projet. On se retrouve tout de suite avec Anna, mais en revanche, vous n'entendrez que sa voix car elle ne souhaitait pas que son visage soit montré à l'écran. Pourquoi, du coup, cette musique était perçue comme dangereuse par le gouvernement soviétique à son arrivée? Effectivement, souvent on imagine que les autorités soviétiques voyaient le rock seulement comme une menace politique, comme un danger direct. Mais bon, il faudrait un petit peu nuancer cette image. En fait, ce qui inquiète les responsables soviétiques, ce n'est pas tant le contenu idéologique des chansons que tout ce qui accompagne cette musique, en fait, les vêtements, les coiffures, les danses, les mouvements corporels, en fait, pendant les concerts, les débordements, et donc les comportements et les formes de sensibilité que le rock véhicule. Donc, le rock apparaît comme un symbole d'une jeunesse qui cherche ses propres références culturelles, en dehors des institutions officielles. Il fallait accompagner la jeunesse, tout de même vers l'étude. La jeunesse, ça doit étudier, ça doit apprendre le travail manuel, le travail collectif, et aussi des disques échangés en dessous du manteau sur le marché noir. Il faut aussi préciser, et c'est ce que j'essaie de montrer dans ma thèse, c'est que le pouvoir soviétique n'adopte pas une position unique et homogène tout au long de la période qui nous intéresse, entre les années 50 et les années, on va dire, 80 jusqu'à la fin de l'URSS. Le rock est officiellement qualifié par le parti de musique décadente, primitive et bourgeoise. Dans certains journaux, on le décrit même comme une arme idéologique américaine, une tentative de corrompre la jeunesse soviétique de l'intérieur. Mais le problème, c'est que le rideau de fer, il n'est pas étanche. À la frontière de l'URSS, les ondes radio passent, Radio Free Europe, Voice of America, la BBC. Les autorités brouillent les fréquences, mais les adolescents passent des nuits entières à tourner le bouton, à capter quelques secondes d'un riff, d'un refrain, avant qu'un signal ne disparaisse dans le grésillement. À Leningrad, à Moscou, à Riga, des jeunes découvrent le rock comme on découvre un monde interdit. Ils ne comprennent pas toujours les paroles, voire pas du tout même, mais ils comprennent l'essentiel. Кто это? Я был настолько поражен этим экстатическим вопящим голосом. Cette musique ne ressemble à rien de ce qu'on leur a appris, de ce qu'ils ont entendu par le passé. La puissance du rock and roll. Et je vais vous raconter une anecdote assez folle et très célèbre qui a circulé dans les années 50-60. Les disques sur les os. Autrement appelés en russe, les rayobra ou encore royenyenizdat. Les vinyles occidentaux en URSS sont introuvables ou étroitement surveillés par le KGB. Alors, des contrebandiers inventent un truc complètement dingue, graver des disques, des vinyles, d'une façon, comment dire, originale. Pas banal. Un petit peu de patience, je vais y venir, mais l'un des acteurs principaux de cette contrebande n'est autre qu'un certain Raslan Bogoslovsky. Ce dernier est un jeune ingénieur autodidacte à Leningrad, l'actuel Saint-Pétersbourg. Il n'est pas musicien, il n'est pas militant politique, mais il a deux obsessions, la technique et la musique interdite, surtout le jazz américain. Life is in the spin that takes place. À cette époque, Leningrad est une ville étrange, traumatisée par le siège de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi bouillonnante de jeunes qui veulent respirer autre chose que la propagande. Bogoslovsky a donc eu une révélation, à savoir
copier l'interdit. Notre copain met la main sur quelques disques occidentaux rares, du jazz, du swing, parfois même des chansons françaises, mais le problème c'est que c'est impossible d'acheter ça légalement et c'est trop précieux pour être partagé et surtout les vinyles sont confisqués s'ils sont repérés. Alors il se pose une question simple mais dangereuse, et si je pouvais les graver? Il sait que graver sur du vinyle est impossible sans usine, mais il comprend quelque chose d'essentiel, le sillon n'a pas besoin de vinyle, il a juste besoin d'un matériau assez souple pour être entaillé. Ainsi donc, il décide de graver des vinyles sur des radios d'ossement. L'idée est macabre, mais géniale. Les hôpitaux de Leningrad jettent des tonnes de radiographies médicales usagées, radios de poumons, des fractures, des blessures de guerre, d'os de morts récents. Bogoslavski récupère ses feuilles, parfois via les infirmières, parfois dans les poubelles, ou encore en les échangeant contre de l'alcool. Il fabrique alors une machine de gravure artisanale. Un vieux tourne-disque modifié, une tête de gravure bricolée, c'est une précision incroyable pour quelqu'un sans formation officielle. Ainsi, chaque disque est découpé à la main, percé à chaud, gravé en temps réel. C'est très lent, c'est très risqué, mais ça marche. Et ces disques sont très reconnaissables parce qu'ils sont très fins, avec des images très nettes de côtes, de crânes et j'en passe, et un son très médiocre, voire éclaté, mais très intelligible. Поэтому попробовали, как будет звучать. И звучало намного хуже, чем это было на пластинке, но вполне приемлемо для того, чтобы люди могли иметь представление об этой музыке. Одновременно с этим был такой нюанс, что сами люди, которые их делали, вот эти пластинки, они их сами не продавали. Они находили людей, которые этим делом занимались и продавали эти пластинки. Можно было купить или в обмен на полбанки, в то время в России бутылка водки была обменным как бы валютой, как бы, понимаете? Bogoslavski grave de grands artistes comme Duke Ellington, Glenn Miller, parfois du tango, parfois des chansons immorales, soviétiques, bannies. Tous ces disques circulent sous le manteau, de main en main, dans des dortoirs, des appartements communautaires, des fêtes clandestines. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, Bogoslavski ne devient pas riche avec cette contrebande. Mais en revanche, il devient très connu. Et ça c'est très dangereux en URSS. Et malheureusement, ça ne va pas louper. Dans la fin des années 50, le KGB remonte la filière, un acheteur parle, un voisin dénonce, ou alors des vinyles sont trouvés lors de perquisitions. Bogoslavski est arrêté et chez lui on trouvera la machine, des dizaines de radios gravées, des matrices, des dizaines et des dizaines de preuves impossibles à nier. Il est donc accusé de production illégale, de diffusion de culture anti-soviétique et de corruption morale de la jeunesse. Il est donc condamné à plusieurs années de travaux forcés dans des camps, vous l'avez dans le mille, les goulags, des immenses camps de travaux forcés avec des conditions de vie épouvantables. La fin de sa vie reste volontairement floue, mais selon certains historiens, il aurait miraculeusement survécu au camp et aurait été libéré après 1953 dans la vague de libération qui suivait la mort de Staline. Et comme beaucoup d'anciens détenus culturels ou politiques, il ne retrouvera pas sa vie d'avant, il ne sera pas réhabilité publiquement, il restera sous étroite surveillance, il comprendra vite que rester discret sera capital pour sa survie. Et il prendra donc la décision de ne plus jamais graver de disque de sa vie. Mais toutefois, afin de diffuser cette musique interdite, beaucoup de contrebandiers utiliseront ce système de Rio Bravo. Moi je trouve ça tout baiser. C'est dingue, ça me fascine. Imagine un disque transparent avec un thorax humain visible qui joue du Elvis Presley ou du Duke Ellington. C'est macabre, c'est funèbre, mais c'est tellement poétique. Des corps morts qui transmettent une musique vivante et interdite. Waouh. Beaucoup de gens disaient des trucs du genre « Ouais, j'écoute du rock et du jazz sur les côtes de quelqu'un. » C'est ça le rock, tu prends les risques. Écouter du rock littéralement gravé sur des os. Le symbole, il est parfait. C'est dingue, c'est fantastique. Mais en revanche, comme je l'ai dit plus tôt, il y en a à qui ça ne faisait pas du tout rire, c'est le KGB. La répression était très très forte. Les vendeurs sont surveillés, les graveurs arrêtés, beaucoup sont envoyés en camp et le matériel était confisqué. Souvent, on imagine que le rock s'est développé uniquement à marge de l'État, contre l'État, dans une forme de dissidence et de clandestinité. Une grande partie de son histoire s'est construite avec l'État et à l'intérieur même de certaines institutions soviétiques. Les autorités soviétiques étaient confrontées à un dilemme à un moment donné. Le rock devient beaucoup trop populaire pour être simplement interdit. Ces courants occidentaux atteignaient les oreilles des soviétiques par divers moyens. Que faire face à ce phénomène aussi large? Une répression totale risquerait d'être contre-productive parce que de cette façon, le rock risquait simplement d'échapper totalement au contrôle. Donc la solution consiste souvent à encadrer plutôt qu'à interdire. Et dans les années 60 et 70, la plupart des groupes rock existaient dans le cadre de ce qu'on appelait samadhyayitenest, donc l'activité en amateur.
Par exemple, pour devenir un groupe amateur qui représente telle université à l'occasion de ces différents festivals amateurs et concours, il faut parfois passer une audition auprès du conseil artistique de l'établissement en question, de l'université en question ou de l'entreprise en question. En revanche, ces groupes restent amateurs au sens de l'administration soviétique. À ce titre-là, les concerts lucratifs leur sont interdits. Ils ne peuvent pas gagner officiellement des cachets pour leurs concerts. En voyant que les musiques occidentales se propageaient à une vitesse impossible à contrôler, le parti décide de proposer une alternative, à savoir les VIA. VIA, soit Ensemble Vocal et Instrumental. C'était le nom donné au groupe de pop et de rock approuvé par le gouvernement soviétique du début des années 60 aux années 1980. À l'époque, VIA désignait simplement le groupe. Mais aujourd'hui, en Russie, ce terme sert surtout à parler des groupes de rock, pop ou folklorique. À noter que dans les années 50, jusqu'au début des années 60, les VIA étaient plus des orchestres jazz. Les groupes de rock inspirés de la British Invasion viendront par la suite. D'accord, merci cher gouvernement pour cette alternative, mais pour beaucoup de jeunes, c'est fade, sans âme, ça pue la merde. Le rock occidental, lui, respire la liberté, même à travers une mauvaise copie audio. Le terme rock, évidemment, était inacceptable dans le langage officiel. Cela reflétait aussi un compromis esthétique qui déplaisait beaucoup aux rockers en recherche d'authenticité, aux rockers, bien sûr, puristes, plus puristes. Voilà. La plupart sont des morceaux, donc des compositeurs soviétiques officiels. C'est un petit peu ce mélange, ce hybride assez, étrange du point de vue de ceux qui rêvaient d'avoir un gros son rock à la Led Zeppelin. Ouais. Pour eux, donc c'était insupportable. C'est pas un vrai rock, c'est inauthentique. Ils ne pouvaient pas se permettre de bouger comme Jim Morrison, vous voyez. Ouais. Voilà. Puis viendra par la suite un événement clé, le dégel de Khrouchtchev à la fin des années 1950. Je m'explique. Après la mort de Staline le 5 mars 1953, la répression culturelle se relâche légèrement. Pas de liberté totale, loin de là, mais assez pour que le rock puisse exister un tout petit peu, dans les marges. En 1957, Moscou accueille le Festival mondial de la jeunesse et des étudiants. Des milliers d'étrangers arrivent en URSS. Ils apportent des jeans, des coiffures, des disques. Pour beaucoup de jeunes soviétiques, c'est la première fois qu'ils voient l'Ouest de près. Le choc, il est immense. Ainsi, les autorités réalisent trop tard que le virus occidental et tout ce qu'il peut entraîner avec lui est entré dans l'Union soviétique. Dans les années 60, les Beatles deviennent un phénomène clandestin. Ils ne passent pas à la radio officielle, mais tout le monde en URSS les connaît. Et ça donne des idées. Plusieurs groupes soviétiques se forment en secret. Ils reprennent leurs chansons, traduisent approximativement les paroles, bricolent des guitares avec des pièces industrielles. Le rock soviétique n'est pas encore politique. Il est surtout existentiel. Il traite de sujets personnels tels que l'amour, l'ennui, le rêve, le voyage. Et c'est précisément ça qui dérange, justement. Car dans un système où l'individu doit s'effacer devant le collectif, chanter est déjà perçu comme un acte subversif. Le pouvoir tente de contrôler, d'encadrer et de ridiculiser cette musique. Mais plus le pouvoir la combat, plus elle devient tyrante. Bah oui, les interdits, ça attire. Le rock devient un langage secret, un signe de reconnaissance, une façon de dire « je ne suis pas exactement comme tu veux que je sois ». Et moi non plus, je ne suis pas exactement comme vous voulez que je sois. Le rock a franchi les frontières, secoué les habitudes et fait naître une envie de liberté là où tout était contrôlé depuis déjà des dizaines et des dizaines d'années. Mais derrière les riffs et les refrains traduits sur des disques copiés clandestinement, il y avait un monde invisible, dangereux, mais incroyablement vivant. La scène underground soviétique. Dans les caves, les appartements, les petits clubs cachés, les jeunes continueraient à écouter, à jouer et à rêver. Mais toujours sous l'œil vigilant de l'État. Si le rock occidental avait fissuré le rideau de fer, la scène underground soviétique, elle, l'a rendue vivante. Derrière les murs gris des appartements, des greniers et des caves humides, une jeunesse inventive et rebelle trouvait des moyens de jouer, d'écouter et de partager cette musique interdite. Dans les années 60, les premières générations de rockers soviétiques ne pouvaient pas s'acheter du bon matos, comme des guitares Fender ou des batteries Ludwig par exemple. À Leningrad, certains jeunes décollaient des cordes de vélo pour fabriquer des guitares, creusaient des caisses en bois pour en faire des amplis bricolés. À Moscou, un groupe intitulé Payushie Gitara, les guitares chantantes, répétaient dans un ancien hangar de tramway abandonné, avec des cordes de guitare qui se pétaient toutes les 5 minutes. Видишь, солнце тонет в цветах, хмель весенний
глазах. Эй, 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 ты выйди скорей. Ces derniers faisaient partie du mouvement des VIA, dont on a parlé plus tôt, qui mélangeait des éléments de pop, de rock léger et de musique vocale harmonisée, adaptée au public soviétique. Никто из нас не даст ответ, то ли жаль, то ли нет, что разлука наша так близка, как твоя рука. Leur musique s'inspirait fortement des groupes occidentaux des années 60, surtout des Beatles et d'autres formations pop-rock de l'Europe de l'Est, tout en restant adaptés au contexte culturel soviétique. Pionniers du rock en URSS, Payouchi et Guitara sont souvent considérés comme le premier groupe de rock à obtenir un succès massif dans l'Union soviétique. Leur popularité dans les années 60-70 a été énorme, avec des millions de fans à travers l'URSS. On les a parfois même surnommés les Beatles soviétiques, en raison de leur rôle précurseur et de leur impact culturel. Le principal vecteur de ces musiques clandestines était le magnitizdat. Le terme magnitizdat vient de la Russie soviétique et désigne un système de diffusion clandestine de musique et d'enregistrement audio interdit par l'État. Le mot est formé à partir de magnetophone et le mot samizdet. Les jeunes enregistraient sur des magnétophones à bande les concerts secrets ou les chansons copiées sur des disques étrangers, puis ils les copiaient à l'infini. On raconte que dans certains appartements, une seule cassette passait de main en main dans toute une ville. Chaque auditeur ajoutait ainsi sa propre voix ou même des bruits de sa chambre, avant de passer la cassette à quelqu'un d'autre, qui la passera à quelqu'un d'autre, etc., etc., etc. La qualité sonore était souvent catastrophique, saturée ou grésillante, mais comme d'hab, le désir d'écouter et de partager dépassait largement ses contraintes. Le magnetizdat a joué un rôle énorme dans la diffusion du rock, du jazz et de la musique expérimentale, et même des discours politiques interdits. Il a permis à des générations de soviétiques d'écouter ce qui était proscrit par l'État. Et dans tout ce foutoir, des musiciens russes ont joué un rôle clé durant cette période des années 70. Je pense à Boris Grebinchikov, et avec son très célèbre groupe Aquarium. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: пойдем домой. Мы ведем войну уже 7-10 лет, нас учили, что жизнь это бой. Surnommé souvent BG en Russie, considéré comme le pape du rock russe, rien que ça. Son style est un mélange de rock psychédélique, folk, reggae, de la musique traditionnelle russe et parfois de poésie mystique. Исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. La pochette de l'album bleu d'Aquarium était faite dans le même style que les albums des Beatles, comme si les photos étaient prises dans n'importe quelle ville occidentale. Et à l'intérieur, on pouvait voir Grebinchikov nu, avec une longue mèche, assis au piano à queue, avec une bougie. Le caractère non soviétique du truc était tel qu'à cette époque, c'était le seul objet artistique dans le pays avec une véritable culture design. Et pourtant, il ne contenait rien d'interdit, d'anti-soviétique. Cet objet était rempli de signes qui renvoyaient à une autre vie qui existait quelque part ailleurs. C'est génial, c'est passionnant. Ça a l'air d'être un sacré personnage, Grebinchikov. Et vous remarquez d'ailleurs le clin d'œil aux Beatles avec l'album blanc, l'album bleu, aussi les couleurs. Boris répétait dans son petit appartement de Leningrad avec 3 amis. Chaque répétition risquait d'attirer les voisins, qui pouvaient avertir la police du logement. Ils cachaient donc leur guitare derrière des faux murs, sous les lits. Et parfois, pendant les sessions de répétition, les musiciens jouaient très doucement. Et Boris, il chantait à voix basse, comme ça. Inutile de rappeler que le rock occidental était officiellement suspect, ainsi Aquarium a donc commencé comme un groupe underground, se produisant en concert la plupart du temps dans des petits appartements, dans des lieux secrets, privés, des caves. C'est ce qu'on appelait les kvartiniki, des sortes de concerts maison. Les concerts officiels étaient quant à eux très rares ou très surveillés. Sous Andropov, dans les années 80, avant l'arrivée de Gorbatchev, il y avait une période très nette de durcissement des autorités face au rock qui a fait que tous les concerts à Leningrad, tous les concerts de musique amplifiés étaient rendus impossibles. D'où le phénomène de kvartirniki, c'est-à-dire concerts faits dans les appartements chez les particuliers. Donc ce qui a engendré aussi une forme particulière
de rock acoustique, joué avec la guitare sèche, avec des accords plutôt rudimentaires, etc. Ces derniers, ainsi que tous les groupes de rock de l'époque, utilisaient des textes poétiques et métaphoriques, parfois pour passer sous le radar de la censure. Parce que oui, même toutes les paroles des textes de tous ces groupes underground étaient étroitement surveillées. Les autorités craignaient des messages subversifs. Genre, je sais pas, même une simple chanson sur une rivière, par exemple, pouvait être interprétée comme une métaphore de l'évasion, et un texte sur l'amour comme un rappel à l'individualisme. Les musiciens apprenaient donc à coder leurs messages, des doubles sens, des images poétiques, des phrases anodines mais puissantes pour ceux qui avaient vraiment saisi le cœur du texte. Et si jamais ils se faisaient péter par les autorités, bah non monsieur le policier, vous avez trop interprété ma chanson là. On va dire ça comme ça. Les albums d'Aquarium étaient souvent enregistrés et distribués illégalement sur des cassettes. Grebenštcheikov a eu parfois beaucoup d'ennuis avec le KGB, car c'était littéralement un symbole de tout ce que l'État détestait. Et parfois, malgré ses concerts secrets ou ses métaphores, et bah il se faisait prendre. Mais toutefois, une anecdote assez folle était qu'un soir, au début des années 80, à Leningrad, à l'époque où Aquarium organisait beaucoup de concerts clandestins, un soir où BG et son groupe jouaient chez un ami, l'appartement était blindé. Et évidemment, la musique résonnait dans tout l'immeuble, et donc forcément, certains voisins ont appelé la police, qui a donc fait venir le KGB. Et voilà le truc dingue. Le KGB, curieusement, n'avait pas de raison précise de faire arrêter le concert. Grebenštcheikov a commencé à parler avec eux, calmement, et presque avec humour limite, expliquant que c'était juste de la musique, de la poésie, rame politique, qui faisaient ça entre eux quoi. Aussi fou que cela puisse paraître, les agents écoutaient une partie du concert et sont repartis sans rien dire. Certains disent qu'ils étaient fascinés par la créativité de la musique, d'autres que c'était juste trop compliqué à sanctionner. C'est dingue! Quoi qu'il en soit, le concert a continué et cette anecdote est devenue une légende parmi les fans d'Aquarium. Un symbole de la manière dont la musique résistait subtilement à la censure. Ou encore Andriy Makarievitch, futur leader du groupe Machina Времени. Machina Времени, le groupe moscovite, le premier groupe qui a été signé par un bureau de concert d'État. Enfin, les auditeurs pouvaient lire vraiment entre les lignes de ce groupe, même la chanson qui s'appelle Le Tournant, un nouveau tournant qui nous attend, un tournant vers un peu plus de liberté. Ce dernier organisait lui aussi beaucoup de concerts clandestins dans des appartements où le public devait taper un code secret à la porte pour pouvoir rentrer. Si une personne inconnue ou suspecte apparaissait, le public devait immédiatement cesser de jouer et de parler pour ne pas attirer l'attention et donc éviter tout risque. Cela créait une immense atmosphère de tension mais aussi d'excitation entre le public, les musiciens, les artistes. J'adore vraiment le truc en mode Bon, après s'ils se faisaient péter c'était moins drôle quand même. Ces kvartinieki n'étaient pas seulement des concerts. C'était un espace de liberté, d'expression et de connexion. Le public et les musiciens partageaient quelque chose de secret et d'unique, loin des contraintes officielles. Pour survivre dans ce climat de répression, la scène underground soviétique reposait sur la solidarité. Les instruments étaient prêtés ou réparés collectivement. Les partitions étaient copiées à la main, souvent sur du papier de brouillon ou sur des feuilles d'emballage de pain. Les concerts improvisés qui se déroulaient dans les caves, les appartements et les greniers, ou même dans des wagons de métro désaffectés, étaient mis à disposition de tous les groupes de rock qu'ils souhaitaient. Comme ça, la mia, discrètement, dans des soirées, des cafés. Mais comme toujours, c'est très dangereux et très risqué. Certains jeunes ont été arrêtés pour propagande musicale anti-soviétique. D'autres ont été menacés ou envoyés dans les goulags pour corruption de la jeunesse. Dans certaines villes, la police plaçait des micros dans les appartements et les clubs clandestins. Les organisateurs de concerts, quant à eux, étaient parfois dénoncés par des voisins jaloux ou tout simplement effrayés. Si t'es trop fatigué pour danser, t'as le jet lag, tu vas au goulag. Lui, c'est John Lennon, aka Thomas Fetterman, musicien et chanteur français, surtout connu pour être l'un des deux membres du groupe Soviet Suprême. Avant Soviet Suprême, Thomas s'est fait connaître dans le groupe La Caravan Pass, un collectif mêlant musique des Balkans, rock et influence nomade. Avec les soviets, il adopte le personnage de John Lennon, un général fictif et décalé, inspiré de l'imagerie soviétique. Le groupe joue sur une esthétique volontairement caricaturale, mélangeant propagande, ironie et critique sociale.
Et qui de mieux que le camarade John Lennon pour parler et aborder avec moi les multiples sujets que je traite dans ce documentaire. Salut Thomas, alias John Lennon. John Lennon en personne. Merci beaucoup de me recevoir, de participer à ce projet. Pourquoi l'esthétique soviétique comme univers artistique? Quand on a créé Soviet Suprême avec Erwan, en fait, au tout départ, moi, en dehors de la Caravan Pass, pour lequel j'écris la plupart des morceaux, j'écrivais des musiques un peu électro que je faisais avec un DJ, avec DJ Tagada dans les clubs. Dans les années 2000, il y avait cette grande mode des soirées Balkan Beats, Balkan, tout ça. Et j'ai proposé à DJ Tagada s'il voulait qu'on se fasse quelques dates en duo, DJ et MC, avec mes prods, en gros, qui étaient joués. Et on s'est mis une dizaine de dates dans l'année, comme ça. Et sur la dernière date, c'était à la Java à Paris, Tagada me dit « Ouais, est-ce que tu peux... inviter ton pote Erwan à venir en invité spécial guest, tout ça. Il y a d'abord un petit groupe qui sont des bons amis qui s'appelle Almadili, mais qui était vraiment voilà, avec des violons, tout ça, qui font de la musique de l'Est avant. Et Erwan, il hallucine en fait, parce que déjà, c'est open mic, il peut prendre un micro, commencer à toaster avec eux. Il kiffe. Et le lendemain, à 9h du mat, il me laisse un message en me disant « Écoute, tu le sais pas, mais moi, j'ai des sons de système. Et ce côté-là, j'adore ça. J'avais jamais revécu ça depuis l'époque. Et c'est ouf de vivre ça avec les musiques d'Europe de l'Est. Faisons-en un vrai projet. » À travers la Caravan Pass, j'utilise beaucoup toutes les musiques nomades d'Europe de l'Est et d'Europe en général et même du monde. Et le point commun à tout ça, c'est la tziganie, la bohème en gros. Et de là est partie directement l'idée Soviet Suprême. Qu'est-ce que seraient les musiques du monde, donc les musiques qui moi m'intéressent, si l'URSS avait gagné la guerre froide? Ok, d'accord. Voilà, le propos de base, c'est ça. Donc on est dans une espèce de dystopie. On peut tout relire à travers l'œil de Moscou. Chaque concert clandestin, chaque enregistrement Magnetic This Date était un acte de résistance en soi. C'est dans ce monde secret que le rock soviétique a véritablement trouvé son identité. Il n'est ni entièrement occidental, ni entièrement soviétique. Il mélangeait les influences des Beatles et du folk russe, des textes codés et des improvisations bruyantes. Mais le rideau ne cessait de bouger. Les années 70-80 apportent un malaise croissant, une jeunesse frustrée par le conservatisme rigide du régime et un monde soviétique qui commence à vaciller sous le poids de ses contradictions. C'est dans ce climat que le rock laisse place à une musique plus agressive, plus tranchante, plus urgente, le punk. Petite parenthèse, j'ai eu la chance de rencontrer Solveig Serre et Luc Robben, qui sont tous les deux des historiens français qui travaillent sur l'histoire culturelle et sociale, souvent dans une perspective interdisciplinaire. Solveig est une spécialiste de l'histoire de la musique et des institutions culturelles, opéra, politique artistique. Quant à Luc, musicien et chercheur également, étudie le sport et les pratiques corporelles, comme faits sociaux, liés aux enjeux politiques et culturels. Et là où c'était extrêmement intéressant et pertinent de les contacter, de les interviewer, c'est que nos deux amis ont collaboré dans le cadre du projet PIND, Punk is Not Dead. Aujourd'hui, en 2026, est-ce qu'il est mort, le punk? Bien sûr que non, sinon on travaillerait pas dessus. Bien sûr, Un programme de recherche consacré à l'histoire du mouvement punk en France depuis les années 1970. À travers le PIND, il montre comment le punk dépasse la simple musique pour devenir un espace d'expression sociale et politique, révélateur des transformations de la société contemporaine. Et ils m'ont appris énormément de choses par rapport à mon documentaire, parce que mine de rien, à titre personnel, même si j'adore le punk, les groupes de punk, j'y connais pas tant que ça grand chose en fait, enfin du moins dans les grandes lignes. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Salut Solveig, salut Luc. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir en tout cas. Pourquoi le punk en fait? Qu'est-ce qui vous a fasciné dans ce mouvement-là? À titre très personnel, moi c'est lié à mon histoire de fan de musique. Moi je suis né en 62, donc en 77 j'avais 15 ans. Et en 77 j'ai pris le punk dans la gueule, pour le dire clairement. J'écoutais pas que ça, hein, j'écoutais beaucoup d'autres choses. Et le punk ça a été, et ça reste toujours quelque chose voilà, qui m'a beaucoup marqué, notamment sur la dimension, voilà, on renverse la table et on essaye de construire autre chose et puis d'avoir comme ça une portée artistique et politique forte, quoi, qui dit voilà, on veut plus de ça, on veut construire notre monde.
autrement. Notre histoire, moi je suis née en 1980 et j'ai fait une grande école qui s'appelle l'École nationale des chartes, qui sert à mener au métier de la conservation du patrimoine. Et donc on est extrêmement sensible et sensibilisé à l'archive. Moi j'ai fait ma thèse sur l'Opéra de Paris dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et j'allais écouter beaucoup de musique dans un squat qui s'appelait La Miroiterie, 88 boulevard de Ménilmontant. Et en 2012, j'ai lu dans Télérama, donc c'est pas du tout punk, qu'ils allaient se faire expulser. Et j'ai eu une espèce de réflexe archivistique. J'ai dit, mon Dieu, ces archives vont disparaître. Et je suis allée les voir. Je leur ai dit, je veux collecter votre mémoire. Et ils m'ont dit, très bien, tu viens vendre des bières tous les soirs de concert. J'étais extrêmement impressionnée par la culture musicale de ces gens-là, aussi par la précarité, la vulnérabilité. Et quand j'ai rencontré Luc, effectivement, de notre discussion, on s'est dit, on va travailler, on va élargir cette micro-recherche sur un squat, on va l'élargir à un terrain hexagonal et même mondial. En fait. Le punk explose comme un cri de rage, un refus brutal de l'ordre établi et marque les dernières années d'un empire en train de s'effondrer. De la clandestinité des répétitions à la violence brutale du punk, la musique devient vraiment non plus qu'un simple plaisir et un petit peu contestataire, mais véritablement une arme, un langage de contestation impossible à ignorer. Руками, ногами, под руку голями. Les concerts rock stricto sensu ou de VIA, on était assis. Ce n'est que pendant la perestroïka, pendant les gros concerts, les premiers concerts de stade de groupe Aquarium d'ailleurs, et d'Alissa à Leningrad, on ne pouvait plus encadrer tout ce public qui se mettait sur les chaises, qui s'est mis debout pour sautiller. Donc une foule tout à fait excitée à voir leurs idoles sur les grandes scènes. Donc ce n'était plus possible de les contenir. De les maintenir, contenir, tout à fait, À la fin des années 1970, quelque chose change dans l'ère soviétique. Le rock clandestin existe toujours, mais il ne suffit plus. Les chansons poétiques, les métaphores à double sens commencent à sembler trop doux face à une réalité de plus en plus étouffante. L'économie stagne, la corruption est visible un peu partout, la répression est très forte, les promesses du régime ne font plus rêver personne. Une nouvelle génération arrive. Elle n'a pas connu la Seconde Guerre mondiale, elle ne croit plus aux grands récits héroïques, elle est fatiguée, cynique et surtout, elle est en colère. Et cette génération va trouver sa bande-son, comme je l'ai dit, le punk. Bientôt des millions de petits punks grouilleront dans les rues. Il faudra qu'ils aient des coupes de cheveux extraordinairement hérissées. Le punk arrive en URSS, brutal, sale, pourriture quoi, incontrôlable. J'avais vu un podcast aussi, écouté un podcast aussi sur vous, c'était France Inter je crois, que j'avais beaucoup aimé. Et pour vous le punk c'est pas seulement un genre musical, c'est une éthique, notamment avec le DIY, do it yourself, débrouille-toi quoi. En gros c'est vraiment Les gens avaient construit cette espèce d'éthique de la débrouille, en fait, tu vois, du bricolage, sans dire forcément que c'était do it yourself comme on le dit aujourd'hui. Tu vois, pour prendre juste le premier festival de punk de l'histoire qui a eu lieu à Mont-de-Marsan en 1976 puis en 1977, ce sont des gens qui ont monté ça à partir de petites assos, de petits collectifs, et puis de quelqu'un qui était à Paris, qui avait un bon carnet d'adresses. Le punk, c'est ça au départ, c'est tu as envie de faire quelque chose, eh ben fais-le. Tu te démerdes. Tu le fais. Le punk, en fait, c'est le galérien qui se revendique comme tel. Un punk, ça veut dire ça. Il y a le fait d'être dans une société, finalement, de laquelle on se sent à l'écart, c'est-à-dire par rapport à la bien-pensance, où on a envie de faire autre chose, de parler un autre langage, de tout casser. Voilà, il y a un truc de la jeunesse, de l'adolescence. Il y a une envie de créer aussi, c'est-à-dire prendre n'importe quoi, créer avec, prendre un vêtement, le découper, etc. Avec Luc, depuis le début, on défend que la musique est au cœur. Ouais. Il y a plein d'autres choses qui en découlent, des codes vestimentaires, une manière de vivre, une manière de s'engager politiquement, mais il y a toujours la musique au cœur. Oui, qui est même le si les principal, nouvelles générations n'ont pas envie de le revendiquer forcément, ils vont dire ouais, c'est un way of life, tout ça. En fait, sans musique, il n'y a pas de punk. Bien sûr. On a même lancé des lieux comme ça, la Pointe Lafayette par exemple, à Jaurès. C'est nous qui, c'est Okay, parce qu'on allait là-bas avec les potes. J'avais joué là-bas en plus. C'était Thomas Lazerge, un pote de lycée de mon frère, il était au lycée technique, qui avait démarché là-bas pour qu'on fasse une soirée avec les Fossoyeurs du rock'n'roll, qui étaient un peu nos grands frères, et notre groupe Galahads, voilà. C'était leur premier concert, ils n'avaient jamais fait de concert là-bas.
Le punk occidental, avec des groupes comme Sex Pistols, The Clash, Dead Kennedys, pénètre en URSS comme le rock l'avait fait auparavant, par les ondes radio, les cassettes copiées, les rumeurs. Mais cette fois-ci, l'impact, il est différent. Le punk n'est pas seulement une musique, c'est une attitude. Destroy. Trois accords à la guitare, des paroles simples, violentes et provocatrices. Pas de virtuosité, pas de compromis, juste un brûlot qui roule à toute allure et qui crame tout sur son passage. Pour les autorités soviétiques, le punk est pire que le rock. Tu m'étonnes, sans déconner. Le rock pouvait être récupéré, adouci, bien poli. Le punk, lui, il s'en bat les couilles. Il refuse toutes les règles. Il fait ce qui lui plaît, il va tout droit. Dans un régime comme l'URSS, en quoi ça a pu déranger et faire trembler même, on peut le dire, le pouvoir des années avant la chute du mur? Les premiers punks étaient politiques dans le sens où ils contestaient un ordre social, le patriarcat, l'église, tu vois, les grandes institutions, l'establishment. Voilà, on veut pas de cette société. Et en tout cas, déjà, on commence par la critiquer, la subvertir, parce que le mot subversion est très très important dans le punk. Dans un deuxième temps, tu vois, dans les années 80, c'est devenu beaucoup plus politique au sens de politique politicienne, où là, tu as des messages avec Berrurier Noir sur la jeunesse emmerde le Front National. 1, 2, 3, 4, la jeunesse emmerde le Front National, la jeunesse emmerde le Front National. Pour revenir maintenant à l'URSS, c'est évident que à partir du moment où tu as un groupe, on va dire de jeunes, même si c'est pas toujours des jeunes ou que les jeunes vieillissent à un moment donné, qui contestent l'ordre social, qu'il soit russe ou français, bon déjà, mais dans un régime, disons, plutôt autoritaire, ça peut pas faire plaisir, hein. On a la même problématique en Allemagne de l'Est, hein, par exemple. Les groupes se sont politisés beaucoup plus rapidement et en tout cas avec des messages anti-gouvernement beaucoup plus rapides. À Leningrad, à Moscou, à Svierdlovsk. Ah, ça m'a saoulé là. Ouais, vas-y là. Svierdlovsk. Des jeunes groupes commencent à apparaître au début des années 80, toujours dans le plus grand secret, je tiens à le rappeler. Ils jouent vite, ils jouent fort, ils jouent mal, mais ils s'en cognent. Pas très pratique pour rester discret, vous me direz. Et l'un des premiers groupes punk soviétiques les plus emblématiques n'est autre que Гражданская оборона. Гражданская оборона. Mené par Yegor Letov. Il était plus facile celui-là. Letov ne cherche pas à cacher sa colère. Il ne passe pas par des métaphores, des subtilités et j'en passe. Non. Ses textes sont directs, nihilistes, parfois absurdes et souvent désespérés. Совсем усуп, он разложился на плесени, на липовый мед. Il s'est décomposé en moisissure et en miel de tilleul. Pour l'URSS, Lénine était éternel. Son corps est d'ailleurs toujours exposé dans un mausolée. Dire qu'il a fini en moisissure était un sacrilège absolu. En russe, lipa signifie tilleul. Mais dans l'argot russe, liepovie signifie aussi faux ou contrefait. Ainsi, Letov dit que l'idéologie communiste, entre parenthèses le miel, n'était qu'une vaste contrefaçon. Liepovie, qui a fini par pourrir. Cette chanson est bien plus qu'un simple morceau de punk. C'est un véritable monument de la culture alternative russe. Le titre est une critique cinglante de la propagande soviétique. À l'époque, l'État affirmait toujours que tout allait bien. Letov utilise cette phrase de façon sarcastique pour décrire un monde qui s'effondre, une vie misérable et une liberté inexistante. Le refrain répète que tout se passe comme prévu, alors qu'en réalité, tout commence à s'effondrer petit à petit. Il enregistre ses albums dans un appartement minuscule avec un matériel rudimentaire. Le son est saturé, agressif, presque douloureux même, à l'image de toute cette jeunesse qui en a ras le cul de ce système. Une fois de plus, les autorités ne tardent donc pas à réagir. Letov est arrêté à plusieurs reprises et à un moment, il est même interné de force dans un hôpital psychiatrique. Une méthode classique du régime pour faire taire les opposants. Et on le déclare donc mentalement instable. Son crime ? Écrire et chanter des chansons qui refusent le système. Mais malgré cela, ces cassettes circulent partout. Copiées des dizaines de fois, elles perdent en qualité sonore mais gagnent en aura. Écouter Gражданская оборона devient un acte presque rituel. Un chanteur qui est toujours actif d'ailleurs, qui s'appelle
Lavrov. Et son groupe, ça s'appelait, en gros, en français, c'est le bureau de l'autodestruction. Bon, bien sûr, ils enregistraient sur cassette, parce que le punk, c'était démerde-toi toi-même, quoi, en gros. Ils étaient menacés par la police à cause de leur look. Et s'ils étaient arrêtés, ce qui est assez intéressant, ils disaient pas on est des punks, ils disaient on est des beatniks, parce que c'était moins grave. Il y a le cas de la Yougoslavie, parce que la Yougoslavie, que moi je connais très bien, c'était des non-alignés, ils n'étaient pas dans l'URSS. En gros, Tito se libère plus ou moins seul, on va dire, même si l'armée rouge a quand même servi, mais en gros, il libère Belgrade plus ou moins seul du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale, qui fait qu'il peut se payer le luxe, contrairement aux autres pays voisins, de dire nous, on veut pas rentrer dans l'URSS, on est communiste, on est vos copains, mais on s'aligne pas sur le modèle de Moscou. Donc il y a une rupture Tito-Staline hyper violente qui se fait à l'époque, qui fait que Tito a pu, pendant toute sa gouvernance de la Yougoslavie, être très ouvert sur les pays de l'Ouest et être tout de même un partenaire de l'URSS. Et là-bas, il y a quand même un groupe punk à qui j'ai pensé, donc c'est un groupe slovène qui s'appelait Leibar. Je me souviens qu'ils avaient fait un album il y a une quinzaine ou vingtaine d'années où ils faisaient que des reprises, donc punk, musique post-indus, tu vois, une espèce de musique comme ça assez froide, etc. Et tout l'album, c'était que des reprises d'hymnes du monde entier. Against us, tyranny. Dans les années 80, comme d'hab, les concerts punk sont surveillés, la police arrive, il faut courir, se cacher, on connaît la chanson. Et une petite anecdote raconte qu'une fois, à Moscou, un concert punk a été interrompu après seulement 10 minutes. Le public s'est dispersé, mais le lendemain, une cassette de l'événement circulait déjà partout dans les rues de la ville, comme un trophée, en mode « j'y étais, nous y étions ». Et face à l'explosion incontrôlable des scènes punk underground soviétiques, le pouvoir soviétique comprend qu'une répression frontale ne fait qu'alimenter la fascination pour le rock et décide donc de changer de méthode. La nouvelle stratégie est plus subtile, à savoir canaliser plutôt que détruire. Ainsi donc, en 1981, le Leningrad Rock Club est officiellement autorisé par les autorités municipales et le Komsomol, non courant de l'organisation de la jeunesse communiste du Parti communiste de l'Union soviétique. Quand c'est long, c'est trop long. Pour accéder à des festivals de rock club ou à des concerts organisés dans les locaux de rock club, il faut passer par un aval du bureau du rock club, des responsables. Effectivement, les groupes qui étaient membres du rock club de Leningrad avaient un certain régime de faveur. Ils ont eu des concerts en toute légalité et des festivals. Sur le papier, il s'agit d'un club culturel amateur, mais dans les faits, c'est une expérience politique paradoxale. Un club de rock, de punk, placé sous surveillance de l'État. Mais pour avoir le droit de jouer, les groupes doivent donc soumettre leurs paroles à un comité idéologique, accepter la présence d'agents du KGB et d'informateurs culturels dans la salle et respecter des règles strictes comme pas de pogo, pas d'excès corporel, pas de provocation verbale. Un concert de punk sans pogo, c'est pas un concert de punk, quoi. Je suis complètement largué. Est-ce que, pour vous, en URSS, le simple fait de bouger, faire du bruit, est-ce que c'est déjà un acte politique, selon vous, dans un régime autoritaire ? Je sais pas si t'as lu notre article sur le pogo, par exemple. On montre bien comment, dedans, le pogo, c'est quand même une rupture avec les danses de salon, les danses... Il n'y a plus de coupure salle-scène, comme il y en a eu tout le 19e siècle. Au 18e siècle, il n'y avait pas de coupure salle-scène. Tout ça a été très fluide, ça tournait beaucoup. Le punk a rétabli ça, c'est-à-dire a rétabli tout le monde peut être à la place du chanteur, on peut monter, se jeter sur scène. Donc les comportements corporels sont déjà quelque chose qui provoque, en fait. Le punk, c'est associé au pogo, associé à la drogue qui va derrière, qui sont des drogues qui excitent aussi. La question que tu poses face à des régimes plutôt autoritaires, je dirais, c'est que ces régimes-là, ces pouvoirs-là ont toujours eu peur de la foule, déjà, premièrement. Toujours. On peut penser qu'en URSS, et ce qui me fait dire ça, c'est que les témoignages, justement, des Noirs Désirs, parce qu'ils sont allés tourner en URSS en 90, qui tournaient avec Kino, notamment, tu vois, et ils devaient faire un échange, c'est-à-dire que Noir Désir allait voir Kino jouer en URSS, et Kino devait jouer en France. Et ils sont jamais venus, Kino, parce qu'entre-temps, Victor est décédé. Ce que racontent les musiciens, c'est que ils arrivent dans des arènes immenses, avec une foule, et tout est... Les militaires sont là, tout est cadré. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'on peut bouger ? La foule est un problème. Donc une foule, on va dire, rock, augmentée par le rock, éventuellement par la drogue ou par l'excitation du concert, on peut imaginer ce que ça peut susciter de crainte pour le pouvoir. Voilà. Donc un concert de rock,
c'est pas forcément une bonne nouvelle, quoi. Et notre copain là, le chanteur Beris d'Aquarium, vous vous rappelez? Et bah ce dernier s'est produit plusieurs fois dans cette salle, et il racontera plus tard que certaines chansons étaient validées uniquement parce que les censeurs n'avaient pas compris ces textes à double sens et métaphoriques. Malgré ou à cause de ce contrôle, le club devient un foyer culturel immense, presque mythologique. Des groupes de rock, de punk, même de blues, aujourd'hui légendaires, y émergent. Je pense à Alissa, Zoopark, et surtout Viktor Tsoi. Impossible de parler de cette période sans évoquer Viktor Tsoi. Покажи мне людей, уверенных в завтрашнем дне. Нарисуй мне портреты погибших на этом пути. Так и жизнь пройдет, и в сотый раз масло вниз упадет. Бутерброд, но может будет хоть день, может будет хоть час, когда нам повезет. Leader du groupe Kino, contrairement au punk plus radical, Tsoi adopte lui un ton plus minimaliste, mais ses paroles frappent juste. Des phrases simples, des mélodies froides, un sentiment partagé par des millions de jeunes soviétiques, l'impasse et le besoin de changement. Kino chante « Nous attendons le changement », ce n'est pas un slogan politique officiel, mais tout le monde le comprend. Cette chanson est devenue l'hymne officieux de tous ceux qui souhaitaient la fin du système soviétique et un renouveau de la société. Comme il le dit dans cette chanson, Tsoi a souvent affirmé que ses paroles n'étaient pas directement politiques. Pour lui, le changement était avant tout intérieur et spirituel. Cependant, le public s'en est emparé comme d'un cri de ralliement politique, un symbole durable. Et sur le cas de Tsoi, les autorités pour le coup hésitent. Tsoi, il était assez évasif par rapport au côté politique, il était plus dans l'imagerie de héros, voilà, un petit peu de rébellion jeune, voilà. Et la grisaille soviétique, oui, mais pas dans le sens plus politisé qu'il a pu y avoir chez d'autres groupes comme Télévisor, par exemple. Ouais, d'accord. Les journalistes l'adoraient, les réalisateurs l'adoraient, puis il remplissait bien les stades. Tsoi n'attaque jamais directement le régime, mais ses chansons sont trop populaires pour être ignorées. Il devient même une icône presque incontournable dans le pays. Печальное известие пришло из Юрмалы. Вчера в автомобильной катастрофе погиб один из кумиров советской молодежи, известный в мире рок-исполнитель Виктор Цой. Quand Viktor Tsoi meurt en 1990 dans un accident de voiture, des milliers de jeunes se rassemblent spontanément. Et pour beaucoup, sa mort symbolise la fin d'une époque, juste avant l'effondrement total du système. Chaque concert au Rock Club de Leningrad ressemble à un équilibre fragile entre liberté et menace. Avec une salle truffée d'agents du KGB, là, t'as pas intérêt à te louper, mon salaud. J'avais soif. Une anecdote célèbre raconte que lors de plusieurs soirées, comme je l'ai dit, le public était interdit de danser, de pogoter et de chahuter, parce que tout ça était assimilé à un comportement occidental indécent. Les spectateurs restaient donc figés, mais expérimentaient leur ferveur autrement, en tapant des pieds en cadence, en serrant les poings ou en hochant imperceptiblement la tête. Viktor Tsoi lui-même aurait ironisé sur cette situation, déclarant que le silence corporel rendait la musique encore plus intense, presque rituelle même. Et lorsque les concerts se terminaient, souvent il y avait des discussions collectives idéologiques où un représentant officiel commentait les paroles pour en donner une interprétation correcte. Le public écoutait poliment avant de retourner dans la nuit de Leningrad où les chansons prenaient leur véritable sens. Avec le temps, le Rock Club de Leningrad devient une zone grise unique en URSS, un espace semi-officiel où l'on pouvait expérimenter, critiquer, rêver, tant que cela restait ambigu, évidemment. Cette ambiguïté même est ce qui a permis toute une génération de musiciens de survivre et de se structurer jusqu'à la perestroïka, ce qui signifie la reconstruction et le nom donné aux réformes économiques et sociales menées par le président de l'URSS, Mikhaïl Gorbatchev, en Union soviétique d'octobre 1985 à décembre 1991. Avec l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir et la perestroïka, donc, la censure cette fois-ci se relâche énormément et les concerts deviennent de plus en plus visibles. Les médias nationaux parlent enfin de rock
rock et de punk comme ça, librement. C'est génial, une grosse victoire donc. Et même des groupes ou des artistes légendaires internationaux vont même donner des concerts en Union soviétique. Billy Joel, en 1987, le premier vrai géant pop US à tourner officiellement en URSS. Pendant un concert à Moscou, Billy Joel devient furieux parce que les éclairages sont dirigés vers le public pour filmer et surveiller les spectateurs, plutôt que d'être braqués directement vers la scène. Il balance son pied de micro et renverse le piano en plein concert. Une scène absolument surréaliste et impensable dans un cadre soviétique ultra contrôlé. J'adore cette vidéo, elle est incroyable. Joel dira plus tard que ce concert lui a fait comprendre à quel point la musique pouvait être un acte politique sans slogan. Ou encore le Moscow Music Peace Festival de 1989 avec Bon Jovi, c'est tout baisé cette vidéo, grand drapeau américain là comme ça là. C'était encore impensable, inimaginable ne serait-ce que 5 ans avant. Ça me fascine. Motley Crue. Ozzy Osbourne. Scorpion. Pour beaucoup de moscovites, c'est la première fois qu'ils voient des guitares électriques hurlant en vrai, comme ça, face à eux. Les membres de Motley Crue racontent avoir été surveillés en permanence, mais aussi ont été invités à boire de la vodka dès le petit déjeuner. Parce que oui, c'est bien connu, la vodka, c'est un petit déjeuner équilibré. Quant à notre copain Ozzy Osbourne, pourtant connu pour ses excès, aurait été cette fois-ci étonnamment calme. Probablement le seul endroit au monde où il était le moins imprévisible de tous les groupes, le staff et j'en passe qui se produisaient à ce festival. Et évidemment, comment ne pas parler de Metallica, le concert le plus violent et le plus symbolique de la fin de l'URSS. C'était durant le festival Monsters of Rock avec AC/DC, Pantera, Metallica et bien d'autres. Environ 500 000 à 1 million de personnes selon les estimations. Les armées du Mordor, carrément. L'armée soviétique est déployée pour maintenir l'ordre et finit même par charger le public à certains moments. James Hetfield dira que jouer devant cette foule quelques semaines avant l'effondrement de l'URSS ressemblait à un moment hors du temps, presque irréel, surnaturel. Putain, mais tu m'étonnes! Regarde ces images! C'est tout baisé.
Pour beaucoup de jeunes soviétiques, Metallica n'était pas juste un groupe, c'était le son de la liberté brute. Enfin, elle me fout des frissons cette vidéo, vraiment, je trouve ça magnifique. Le gros bordel, le gros foutoir en plein Moscou comme ça là, les gardes en uniforme et tout là, c'est génial. On peut dire que cette fois-ci, ça y est, la jeunesse explose, ça sent la fin du régime. Mais paradoxalement, la colère ne descend pas vraiment, au contraire même. Le système s'effondre lentement, mais sans offrir de véritables perspectives d'avenir clair. Le punk devient alors la bande-son de la désillusion. Il ne célèbre pas la liberté retrouvée, il dénonce le vide qui suit. Le punk soviétique n'est pas vraiment joyeux. Il est brutal, pessimiste et parfois même autodestructeur. Il ne promet rien, il crie simplement que quelque chose ne va pas. Le punk a été le dernier cri musical de l'Union soviétique. Un cri brut, sans filtre, lancé par une jeunesse qui ne croyait plus à rien, mais qui refusait encore de se taire après tant de temps. Quand l'Empire s'effondre, il n'y a pas de victoire nette, pas de célébration immédiate, seulement des villes fatiguées, des usines à l'arrêt et un terrible et immense vide. Les guitares se taisent peu à peu, les mots semblent insuffisants pour raconter ce monde nouveau, chaotique, sans repère. Alors, une autre musique apparaît, plus froide, plus répétitive, une musique faite avec des machines plutôt qu'avec des slogans. Une génération commence à danser, non plus pour crier sa colère, mais pour exister, pour oublier, pour survivre, pour reconstruire. Après le bruit, la rage et l'effondrement, place au battement. Madame, messieurs, bonsoir. Le 9 novembre 89. Émotion, larmes de joie sur les visages. Des images bouleversantes, sans aucun précédent. Le mur de Berlin, je suis assis dessus. Toute la journée, bien sûr, vous vous en doutez, à Berlin. Retenons bien ces dates. À l'est, à l'ouest. Le mur de Berlin est toujours là. Here in the tens of thousands. Mais d'une certaine manière, il n'existe plus. Panique dans mon slip, scandale dans mes sandales, retournement de veste à l'Est. En 1990, l'Union des républiques socialistes soviétiques est en pleine crise. En effet, plusieurs républiques comme la Lituanie réclament plus d'autonomie ou leur indépendance. Des caprices enfants gâtés, vous me direz. La même année, Boris Eltsine, aka Papochka Botka, devient président de la Russie. Ce dernier s'oppose de plus en plus à Mikhail Gorbatchev. Sapristique, ça sent le roussix. En août 1991, des dirigeants conservateurs communistes lancent un coup d'État pour empêcher des réformes, donnant plus d'autonomie aux républiques. Ah là là, les éternels nostalgiques. C'est exactement comme quand tu refuses de laisser ton ex partir, ça. Mikhail Gorbatchev est donc placé en résidence surveillée, en Crimée. Mais le putsch échouera 3 jours plus tard, notamment grâce à l'importante mobilisation de la population à Moscou. Et surtout grâce à l'intervention de Papochka Botka. Oh, il fait chaud là. Je sais que je l'ai le micro, je l'en mets, ouais. Oh la vache. Après cet échec, c'est le coup de grâce pour les rouges. L'autorité du pouvoir soviétique s'effondre et plusieurs républiques déclarent leur indépendance, dont l'Ukraine. Ukraine, il fait une chaleur à crever ici. En décembre 1991, la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine décident de dissoudre l'URSS et tous les trois créent la communauté des États indépendants. Ensemble, tous les trois, ils mettent le cap vers les terres du Mordor, menés par Papochka Botka. Afin d'y détruire l'anneau unique de pouvoir. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Le 26 décembre 1991, l'URSS disparaît définitivement, mettant fin à plus de 70 ans d'existence et marquant définitivement la fin de la guerre froide. En d'autres termes, Mikhail Gorbatchev, qui voulait sauver l'URSS, devint en fin de compte le fossoyeur de l'Empire. C'était le Six pour Six TV, l'éternelle info. Et coupé. Ça va, j'étais bien là, j'étais bien.
1991, l'Union soviétique disparaît officiellement. Mais dans la réalité, rien ne s'effondre d'un coup. Le système est mort, oui, mais il laisse derrière lui un paysage étrange. Des villes pleines de cicatrices, des usines à l'arrêt, des bâtiments abandonnés et une population totalement désorientée. Il n'y avait plus vraiment d'ennemis à combattre en fait, il n'y avait plus de slogans. Les gens ils voulaient juste danser, chanter, faire la fête. L'époque était devenue beaucoup moins verbale et beaucoup plus sonore en fait. Il y en a certains qui continuaient à danser sur le cadavre de l'Union soviétique, mais ça ne nous intéressait pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de me baigner dans l'océan du son. On profitait de cette ouverture culturelle et très rapide et extraordinaire qui s'est produit même un peu avant la chute de l'URSS. En 89-90, il y a des premiers squats d'artistes qui apparaissent. On commence à faire des rave parties, des techno-parties, et des concerts rock aussi, organisés par des milieux artistiques. On pouvait voyager beaucoup plus librement, on n'était plus encadré par une surveillance rapprochée. En fait, quand on était touriste, on pouvait venir un touriste beaucoup plus librement. Pour la jeunesse post-soviétique, il n'y a plus vraiment d'ennemis clairs, plus d'idéologie à combattre, plus de discours à crier. Après le rock et le punk, les mots sont maintenant épuisés. Alors une autre musique s'impose, une musique sans parole, sans message explicite, une musique qui ne promet rien, mais qui fait bouger les corps, la techno. La techno occidentale arrive à l'Est presque en même temps que le capitalisme, les McDonald's et les jeans Levi's. Mais contrairement au rock ou au punk, elle ne choque pas par ses paroles. Elle fascine plutôt par sa froideur, sa répétition, son absence d'émotion visible. Et paradoxalement, c'est exactement ce qui parle à la jeunesse post-soviétique. Des beats mécaniques, des sons industriels, une musique qui ressemble au paysage laissé par l'URSS. Usines vides, béton, acier, machines rouillées. Pour beaucoup, la techno n'est pas une musique festive, mais une échappatoire mentale. Un moyen d'oublier le chaos économique, la pauvreté, la criminalité, la perte totale de repères. Au début des années 90, les premières raves post-soviétiques sont totalement improvisées. Pas de club, pas d'autorisation, pas de sécurité. À Moscou, à Saint-Pétersbourg, mais aussi à Kiev, à Riga ou Tallinn, des jeunes organisent des soirées dans des entrepôts abandonnés, des centrales électriques désaffectées, des bunkers militaires, d'anciennes maisons de la culture soviétique. Il n'y a plus de scène, plus de séparation entre artistes et public. Tout le monde danse ensemble. Et impossible de parler de techno post-soviétique sans parler de Berlin. Après la chute du mur, Berlin devient le symbole ultime de cette transformation. À l'est de la ville, des centaines de bâtiments sont abandonnés. La techno s'y installe donc naturellement. Pour les jeunes de l'ex-bloc de l'Est, Berlin devient une destination mythique. Ils y voient une version accélérée de ce qu'ils vivent chez eux. La fin d'un système et la naissance d'une culture alternative dans les ruines. Le club Trésor, installé dans l'ancien coffre-fort d'un grand magasin, devient une référence absolue. Des DJ d'Europe de l'Est y jouent, y apprennent, y ramènent cette esthétique chez eux. Toutefois, en Russie, la techno prend elle une forme plus rude, moins festive que dans l'Ouest. Aussi des artistes russes qui ont commencé à faire des voyages aux États-Unis, en Europe, qui ont visité différentes salles de concert, des squats aussi, qui se sont imprégnés de toute cette nouvelle tendance de rave party, de techno. Tout le patrimoine rock, tout d'un coup, va inonder le marché de masse avec des cassettes. Tout va d'un coup apparaître sur les marchés et pour un prix assez
modique. Les clubs légaux sont rares, très chers surtout, et souvent liés à des petits réseaux mafieux très douteux. La vraie scène reste comme auparavant, underground. À Saint-Pétersbourg, des collectifs organisent des soirées dans des bâtiments gelés l'hiver et mettaient donc des manteaux sur le dance floor. À Moscou, certaines rêves durent jusqu'au matin, interrompues parfois par la police, souvent corrompues, donc parfois indifférentes. Et bon nombre de fois, alors que la police intervenait, certains, au lieu d'arrêter les ravers, restaient même sur place pour écouter, fascinés devant ce nouveau style musical, ces nouvelles sonorités qu'ils n'avaient pas entendues auparavant. Contrairement au rock et au punk, comme je l'ai dit, la techno, elle ne dénonce rien. Et c'est ça qui fait sa force en fait. Après des décennies de contrôle idéologique, puis de colère punk, la jeunesse post-soviétique veut ressentir. Elle veut pas s'emmerder à expliquer, non, elle veut juste oublier, faire la fête. Est-ce que on peut voir l'explosion de la techno dans les années 90 comme une forme de victoire de l'Occident après la guerre froide? Il y avait plus de slogans après la colère du punk, etc. Les gens voulaient vraiment juste faire la fête. Est-ce que selon toi, du coup, c'est un peu une victoire culturelle de l'Occident, la techno, après la chute du mur et de l'URSS? La techno, à mon avis, a un côté assez libérateur là-dessus. Tu fais la teuf, il n'y a pas de parole. Déjà, c'est hyper étonnant, il n'y a pas de parole. Ça n'a pas un message direct, ça a un mot formalisé, quoi. Et donc, t'as pas ce côté culpabilisant, c'est juste bouge ton corps et éclate-toi, tu vois. Donc, je sais pas si c'est une forme de victoire de l'Occident, mais en tout cas, c'est vraiment une forme de libération. C'est plus une victoire peut-être pas de l'Occident, mais d'un rapport, d'un affect, en fait. Victoire d'un affect sur l'autre, d'une pure libération. Donc, à ce compte-là, quelque chose qui serait plus du côté de l'excitation des sens, tu vois, la drogue, l'alcool, la teuf, avec tout ce que ça peut avoir de capitalisme et d'individualisme. Je pense que c'est plus un rapport à l'immédiateté, un rapport au plaisir en fait. Retrouver un rapport à la déculpabilisation, je fais ce que je veux, je m'en balèque. Je me demande si c'est pas plus l'apparition de la fête et donc du business de la fête et de tout ce que ça amène de brillant, de sexy, de jet set, qu'une vraie révolte, tu vois. Danser devient presque un acte thérapeutique en fait. Pas de leader, pas de héros, pas de slogan. On s'en branle de tout ça. Les machines remplacent les guitares, les entrepôts remplacent les clubs officiels, le dance floor devient un espace neutre où les différences sociales, politiques et culturelles s'effacent. Ne serait-ce qu'au moins pour une nuit. La musique, encore une fois, a précédé la société. Pendant un instant, dans les ruines de l'Empire, tout a semblé possible. La musique n'avait plus d'ennemis, plus de censure officielle, plus d'idéologie à combattre. Il me semble qu'il y a eu un concert de techno de genre à Moscou, un truc monumental. Ouais, tu vois, le 6 septembre 97, 3 500 000 personnes, record du monde en date. 3 500 000, c'est tout baisé carrément, putain. C'est fou, hein. Donc là, effectivement, il y a un truc, il y a évidemment un truc libérateur. 3 millions de personnes dans les rues de Moscou qui dansent sur un DJ. À mon avis, l'état du caniveau, après, le lendemain matin, ça doit être Le rock avait survécu, le punk avait crié jusqu'à l'effondrement, la techno avait quant à elle transformé les décombres en dance floor. C'est une période d'opportunité et de ces espaces de l'entre-deux. Leningrad, comme c'est une ville particulièrement industrielle, souvent, pour maintenir ces locaux au moins dans un état, comment dire, pas trop délabré, on laissait entrer les artistes dedans contre un prix symbolique, contre peut-être les charges, voilà. Et donc les artistes sont mis à y organiser des expositions d'art expérimental, mais aussi des concerts, des rave parties, des concerts rock. Et donc c'est ça, c'est ce milieu de squat et de locaux comme ça qui a donné naissance à la scène de clubs indépendantes, notamment dans la ville comme Saint-Pétersbourg. C'est un monde assez passionnant, mais assez précaire aussi. Un entre-deux qui n'a pas duré éternellement. Mais malheureusement, cette parenthèse n'aura pas duré longtemps. Au tournant des années 2000, un nouveau pouvoir s'installe en Russie. Un pouvoir qui ne parle plus de communisme, mais d'ordre, de stabilité, de contrôle. Une nostalgie du grand empire d'antan. Un pouvoir qui comprend, comme ses prédécesseurs, que la musique n'est jamais neutre. Peu à peu, les espaces se referment, les clubs sont surveillés, les artistes sont classés, étiquetés et parfois réduits au silence. La liberté ne disparaît pas brutalement, mais elle se contracte. Et une question revient plus lourde que jamais. Dans un pays qui a déjà connu la censure, le bruit et la révolte, que reste-t-il quand le silence redevient une stratégie politique? Dans cette nouvelle Russie, la musique n'est plus seulement un souvenir de résistance. Elle redevient un risque et redevient même un acte politique. При осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Слава России!
Selon vous, du coup, aujourd'hui en Russie, avec la musique, on en est où, quoi? D'un point de vue extérieur, avec le contrôle des réseaux, etc., c'est compliqué de savoir. Je pense pas qu'il y ait des collègues qui puissent aller faire du terrain en Russie aujourd'hui. Je pense qu'on peut faire confiance au punk pour faire quelque chose. Ouais, encore aujourd'hui, du coup. Oui. Encore aujourd'hui. Voilà. Quand tu sais qu'avant la chute du mur, il y avait un punk très très actif à l'Est, d'une manière générale, Allemagne de l'Est, URSS, donc il y avait des scènes très actives. Je suis d'accord avec Solveig, on peut faire confiance à la jeunesse et au punk pour de toute façon montrer son désaccord, que ça soit corporellement, musicalement. Pour parler un peu d'audiovisuel, c'est que dans chaque clip, c'est vraiment une histoire en fait. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup chez vous. Dans votre univers qui est déjà hyper vaste, hyper riche, hyper complet, comme une poupée russe en fait. Finalement, on caricature la propagande soviétique, mais aussi finalement la propagande capitaliste, c'est-à-dire le principe de la publicité, etc. Voilà, d'avoir un logo fort, quelque chose qu'on peut coller partout, etc. Découdre tous les codes de communication, que ce soit de l'Est ou de même l'Ouest. actuel, ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Et il y a un troisième degré à cette communication-là, qui était assez importante pour nous. Finalement, c'est elle qui nous a joué le plus de tours. C'est la caricature d'image. On s'est dit qu'on allait faire un nouvel organe de presse satirique sur les réseaux sociaux. Une espèce de nouveau Charlie Hebdo, quoi, en gros. Quoi. Quand déjà en 2014, il y a la guerre de Crimée, on voit déjà que nos blagues font moins rire. Et alors quand il y a l'Ukraine derrière, là, ça devient carrément compliqué, quoi. Au début des années 2000, beaucoup pensent que l'histoire est terminée. La Russie n'est plus l'URSS, la censure officielle a disparu, les clubs existent, les artistes tournent, Internet arrive, un nouveau souffle arrive sur la Russie. Mais très vite, une nouvelle réalité s'impose. Le contrôle ne revient pas sous la même forme, mais il revient autrement. Et cela avec l'arrivée d'un homme. Le 26 mars 2000, Vladimir est officiellement élu président de la Fédération de Russie. Dès le premier tour de l'élection présidentielle anticipée, avec 52,94% des suffrages. Tu vois un mec comme Brezhnev, Gorbatchev ou Khrouchtchev, etc., les grands princes rouges et tout, ils vont pas s'abaisser à gérer un petit groupe de punk. Ils sont en plein dans une guerre délirante, ils parlent de tête nucléaire, ils parlent d'engagement chaud au Vietnam, en Afghanistan. C'est même à la limite, c'est plutôt Poutine qui a un truc sur le côté féminin, les groupes de rente, le punk, le côté sauvage. Lui, ça le touche un peu plus. Lui, il va descendre dans l'arène à ce niveau-là. Il a compris à quel point la culture était importante. Ok, bien plus qu'elle pouvait l'être à l'époque, l'émission. Et je pense qu'à l'époque, en fait, c'est assez galvaudé, quoi. C'est bon, c'est un zinzin. Bon. On va psychiatriser un peu le truc. Au fur et à mesure que les années et que ces mandats se succèdent, avec Vladimir Poutine, le pouvoir se recentralise. Les médias sont progressivement alignés, les ONG surveillées et les oppositions marginalisées. Et la musique, une fois encore, attire l'attention. Mais toutefois, cela n'est pas pareil qu'à l'époque de l'Union soviétique. Le système fonctionne désormais par pression économique, annulation administrative, des lois floues sur l'extrémisme, la surveillance numérique et l'autocensure. Les artistes comprennent très vite les limites à ne surtout pas dépasser. Leningrad, c'est le groupe russe de punk rock, ska punk le plus célèbre. Dans les années 2010, c'est l'équivalent de Téléphone aux heures en France au moment où ils sont le plus connus. C'est des énormes stars, c'est le groupe de rock russe. Ce qui est intéressant, c'est que le chanteur, donc, qui est devenu une énorme star, a une émission de télé sur une chaîne du Kremlin, etc. Donc on est encore dans l'opposé du punk. C'est-à-dire que ce groupe qui est le plus punk, en fait, devient le mec est devenu une espèce de Nagui, en gros, ou de, je sais pas, enfin, tu vois, il présente de la musique, quoi, en gros, et il est dans le système. Tu peux chanter l'amour, tu peux parler de fête, tu peux être nostalgique, tout ça, mais dès que tu parles du pouvoir, de la police, de la guerre ou de la liberté, le cadre se resserre et les conséquences peuvent être très sévères. Le silence n'est plus imposé brutalement, mais il est organisé. Les styles de musique changent dans le monde, que ce soit en Occident, en Asie ou en Russie, un nouveau style émerge et devient très très populaire, aujourd'hui encore, le rap. Qu'elle aille se faire enfin non, je voulais juste te dire, elle fait partie de mon passé.
Ça fait partie de mon passé. Ça fait partie de mon passé. C'était vraiment trop beau, un mec assuré, tout le monde criait. Ah oui, Milo! Я не хочу быть красивым, не хочу быть богатым. Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица. Не хочу... Ainsi, dans les années 2010, ce n'est plus le rock qui inquiète le pouvoir en place, mais le rap. Le rap parle directement, il décrit la corruption, la violence policière, les inégalités, l'absence d'avenir, et surtout, il parle aux jeunes, aux nouvelles générations. Des artistes comme Husky, Oxymiron, Face ou Kasta deviennent immensément populaires en Russie. Leurs concerts rassemblent des milliers de personnes, leurs paroles circulent partout en ligne. Et en 2018, plusieurs concerts de rap sont annulés à la dernière minute dans différentes villes russes. Le motif officiel, sécurité, incendie, problème administratif. Le motif réel, des paroles jugées dangereuses. Une anecdote assez marquante est que dans cette même année, Husky, très populaire dans le pays donc pour ses textes critiques envers les autorités, devait se produire le 21 novembre de la même année dans la ville de Krasnodar, dans le sud de la Russie. Mais les procureurs locaux ont estimé que ces chansons contenaient des éléments extrémistes et dangereux, et ont averti les organisateurs de ne pas faire jouer le concert, ce qui a poussé à l'annulation de la prestation prévue. Après l'annulation, Husky et ses fans se sont rassemblés juste devant le lieu, les spectateurs avaient déjà acheté leurs billets, et le rappeur a donc décidé de continuer son spectacle dehors. Il est alors monté sur le toit d'une voiture garée, entouré de centaines de fans, et a commencé à rapper a cappella, criant notamment des paroles comme « I will sing my music ». La police est rapidement intervenue, Husky a été arrêté sur place pour hooliganisme, et possiblement pour des accusations de dégâts sur le véhicule sur lequel il est monté. Un tribunal l'a condamné à 12 jours de prison, mais sa peine a rapidement été annulée quelques jours plus tard, en partie à cause de la pression médiatique et d'un concert de soutien organisé par d'autres artistes du rap russe. Cette fois-ci ça passe, il a eu de la chance on va dire, mais le message est très clair. La musique redevient un territoire à surveiller de près, de très très près, au pays. Est-ce qu'on peut continuer à faire de la satire sur l'URSS sans parler du présent, sur la Russie actuelle sous Poutine? Nous on a une page Facebook et une page Instagram qui sont ultra surveillées. En fait, on a compris ce qui nous arrivait, c'est que nos posts, quand ils pouvaient déranger quelqu'un, étaient trafiqués, et c'est vrai ce que je te dis, bien sûr. Par différents services secrets pour faire chier les autres, en gros. Des gens de gauche, des gens de droite, des Russes, des Américains. L'idée, c'est toujours de déstabiliser. Donc pour déstabiliser, il faut faire monter des rumeurs, des choses comme ça. Donc la caricature, ça leur va très bien pour ça, quoi. Tu parles même de services secrets même étrangers, donc, par exemple le FSB, la CIA ou... L'histoire avec la caricature de Macron qu'on a fait qui a dépassé... On a regardé le nombre de personnes touchées. On touchait plus de gens que Madonna ou que n'importe quelle grande star. C'est là où on s'est dit, il y a un problème, en fait. Le nombre de commentaires, c'est n'importe quoi. Tous les commentaires, on dirait des robots. Excellent, bravo, excellent, 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 les bravo. fameuses bots et russes. Donc voilà, le FSB fait beaucoup ça, mais ça peut être quelqu'un d'autre qui, pour privilégier, par exemple, le Rassemblement national, vont faire en sorte que donner plus de viralité, de visibilité à une caricature qu'on va faire... sur Macron. Mais un événement, un groupe qui marque un tournant national, voire mondial, Практика машинного труда! Страной освоена едва ли успешно! Вело производство груба! Бываю все чаще, не знаю местного! Не ешь скоромное, потребляй скромно, и станешь на ноги скоро. Зампрокурора, прокурор, коммунистическая партия, дружба с олигархами. Я патриот, сам из Хабаровского края. En 2012, ce collectif punk féministe, fervent opposant au Kremlin et à Vladimir Poutine, réalise une performance éclair dans la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou. Черные рясы, золотые погоны, все прихожане ползут на поклоны, призрак свободы на небеса! И пройдут в Сибирь, каталог! Строй, 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 Господня! Строй, 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 Господня! D'abord,
d'abord, le punk pose un problème parce qu'il provoque. Il fait pas ça dans son coin, il le fait de manière visible et ostensible. Alors, il provoque par son attitude corporelle, t-shirt troué, épingle à nourrice sur la lèvre, croix gammée sur le visage. Évidemment, c'est pas des nazis, mais une croix gammée, ça fait quelque chose. Donc forcément, déjà, ça se voit. C'est pas de la contestation dans l'ombre, c'est la contestation qui est faite pour déranger. Ouais. Donc déjà, il y a ce lien-là. Il faut quand même remettre dans des contextes politiques différents, parce que être punk sous Giscard d'Estaing, c'est pas du tout pareil que d'être punk en URSS ou que d'être punk aujourd'hui en Indonésie ou en Iran. Il y a des pays où c'est au péril de sa vie. Bien sûr, sont partis en prison, les Pussy Riot. En fait, on provoque. C'est-à-dire qu'on chante pas cette chanson-là sur une scène devant son public. On va dans une église, on se met bizarrement habillé et on provoque et on obtient ce qu'on veut, c'est-à-dire un scandale absolu. Voire même une arrestation préméditée, limite. Quoi. Ouais, et ça, c'est super punk du début. Aussi une féminité qui s'exprime. Et pour beaucoup de sociétés, c'est pas si simple que ça. Il y avait déjà quelques femmes sur scène, mais le punk a permis, d'une certaine façon, à ce qu'il y ait davantage de filles qui prennent la parole sur des problématiques de filles. Le pouvoir a aussi peur de ce genre de choses, clairement. Je sais pas si Pussy Riot et Femen ont des liens, etc. Mais en fait, on parle du corps. En fait, les Femen ont ça, moi, je trouve, de fascinant, indépendamment de ce qu'elles disent, que protester avec son corps, tu vois bien qu'en fait... C'est ce que je disais, le corps, c'est un objet politique. Les flics, ils savent pas quoi faire, parce qu'en fait, tu peux pas toucher des seins, donc ils les enveloppent dans des couvertures à chaque fois, même quand ce soit à Paris, tu vois. C'est fascinant, en fait, comment ils ont imaginé. Tu sens que c'est une arme massive, en fait, une paire de seins, quoi. Et c'est hyper chouette, moi, je trouve, là-dessus, le fait de politiser son corps comme ça. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, à Saint-Pétersbourg, les boîtes de nuit, elles sont remplies samedi soir. Par contre, les Pussy Riot, on va leur faire un procès et on va les foutre en prison. Parce que, ok, vas-y, en fait, tant que tu fais la teuf, ça va. Tant qu'on assure un minimum de vodka, ça va. Par contre, si on commence à réfléchir sur la chanson, un texte, là, c'est plus compliqué. Je pense que les mécanismes de contrôle de l'URSS, Poutine, qui est quand même un ex du FSB, du KGB, il applique ça de manière puissante à la sphère culturelle. Et justement pas qu'à la sphère politique. Quelques minutes de musique, un acte symbolique, provocateur et surtout politique. La réponse de l'État est immédiate. 3 membres sont arrêtés, jugés et condamnés à de la prison ferme. Le monde entier regarde. Pour beaucoup, c'est un choc. La Russie post-soviétique emprisonne à nouveau des musiciens ou des musiciennes pour une performance. Pussy Riot devient un symbole global, international même. Mais en Russie, le message est reçu autrement. La musique peut encore coûter cher, très très cher. Ainsi donc, comme sous l'URSS, les artistes s'adaptent. Certains choisissent l'exil, comme par exemple notre ami Andrei Makarievich, vous vous rappelez? Et bah aujourd'hui, il est en exil. Le rappeur Oxymiron, dont on a parlé précédemment également, et bien d'autres suivront par la suite, on en parle juste après. D'autres utilisent l'ironie, le second degré, les métaphores. Certains passent par l'électronique instrumentale, qui est moins explicite, ou d'autres publient anonymement en ligne. Internet aussi devient à la fois un espace de liberté, mais aussi d'étroite surveillance. Les concerts underground réapparaissent, les lieux changent, les messages sont codés, rien de totalement nouveau en soi, mais sous une autre forme. Dans les années 50-60, le rock était une menace idéologique. Dans les années 80, le punk annonçait l'effondrement. Dans les années 90, la techno ferait l'oubli. Et aujourd'hui, la musique redevient un baromètre politique. Non pas parce qu'elle renverse le pouvoir, mais parce qu'elle révèle une fois plus, de façon différente, ce qui dérange d'un régime commence à écouter attentivement ses musiciens, c'est qu'il a compris une chose essentielle. On peut contrôler les frontières, les médias, les élections, mais le bruit, quant à lui, finit toujours par passer. Aujourd'hui, en 2026, est-ce qu'il est mort, le punk? Bien sûr que non. Sinon, on travaillerait pas dessus. Bien sûr, pas sinon, on travaillerait quand même dessus. Quand on voit le discours qu'a construit Poutine sur l'Ukraine, sur il faut dénazifier, enfin, il y a quand même de la fake news tellement forte que je me demande bien comment les punks se saisissent de ça. Tu as raison, il doit même y avoir des pro-Poutine. Donc en fait, je pense que le champ de force du punk, en URSS, je vais dire, en Russie, si t'es pas sur place ou si t'as pas des gens qui sont acteurs de cette scène-là, tu vas juste le regarder de loin. Специальной военной операции. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным. Наступая, вы будете видеть не наши лица, не наши спины, наши лица. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, президент тут. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Слава героям!
La Russie est en guerre contre l'Ukraine depuis plusieurs années. Une guerre militaire, bien sûr, mais aussi une guerre de récits, de symboles et de loyauté. Et dans ce contexte, la musique n'est plus simplement un divertissement, elle est redevenue un marqueur politique. Aujourd'hui, en Russie, chanter n'est pas forcément dangereux. Mais en revanche, chanter quelque chose en particulier peut l'être. Soutenir ouvertement la guerre est encouragé, la glorifier et diffuser. Voici l'exemple de 2-3 artistes russes qui sont pro-guerre, d'abord celle du Donbass et puis après de la guerre en Ukraine, et aussi pro-Kremlin. Уже много раз так было и будет с каждым из нас. Вместо нас никто не полезет в наши окопы. И хочется просто любить и дышать, и мне другого не нужно. Такой, какой есть, и меня не сломать. И все потому, что я русский. Mesdames et messieurs, à l'heure où je suis en train de tourner cette séquence, nous sommes seulement quelques jours avant la diffusion du documentaire. Et depuis des semaines, je me remate le documentaire des dizaines et des dizaines de fois pour voir si tout va bien. Et pendant un des visionnages, je me suis attardé sur ce chanteur, Shaman. Il me mettait mal à l'aise, il m'intriguait. Du coup, j'ai voulu approfondir mes recherches à ce sujet. Et franchement, ça mérite clairement une énorme parenthèse. Yaroslav Dronov, plus connu sous son nom de scène Shaman, donc, est devenu en quelques années l'un des symboles culturels du nationalisme russe contemporain et du soutien artistique à la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Et au départ, son parcours musical n'a rien de politique. Il est issu des jeux concours télévisés, un peu à la The Voice, et il n'est pas du tout connu du grand public. Le tournant dans sa carrière est la chanson Yarouskie que vous venez d'écouter. Son image, cheveux longs, blond platine, esthétique mystique, patriotisme exacerbé, est alors récupérée par l'appareil médiatique du Kremlin, comme incarnation d'une Russie fière, spirituelle et assiégée par l'Occident. Shaman est un produit culturel parfaitement aligné avec les besoins idéologiques du Kremlin depuis février 2022. Très vite, Shaman devient omniprésent dans les grands concerts patriotiques organisés autour de Vladimir Poutine et des célébrations pro-guerre. Il chante dans des rassemblements de soutien à l'opération militaire spéciale et apparaît régulièrement sur les chaînes d'État russes. Et il a même été sanctionné en 2024 par l'Union européenne pour son rôle dans la propagande pro-guerre. C'est pour vous dire. Shaman est aussi mis en scène auprès des militaires russes. Il a donné plusieurs concerts dans les territoires ukrainiens occupés, notamment à Mariupol, Louhansk ou dans la région de Kherson. Et là, je vais vous raconter une petite anecdote, c'est tout baisé. Ce dernier avait publié en 2023 une vidéo de lui sur ses réseaux en train de chanter pour des soldats russes dans une base militaire secrète, dans la région occupée de Kherson en Ukraine donc. Et à cause de cette vidéo publiée en ligne, les services de géolocalisation de l'armée ukrainienne ont analysé les infrastructures, l'environnement qu'on pouvait voir sur la vidéo, et ont donc pu localiser et confirmer l'existence de cette base russe secrète, plus trop secrète du coup, à cause de Shaman. Mais quel gros débile! Bravo monsieur Shaman, vous êtes officiellement l'homme le plus stupide de toute la fédération de Russie. Il est trop nul. Il est nul. Bref, trêve de sa perlipopétrie. Comme on peut le constater, ses clips sont très théâtralisés. Du patriotisme à gogo, des drapeaux russes, en veux-tu, en voilà. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas après tout? Selon moi, en France et en Occident, on n'a pas du tout l'habitude de ça. Dans les pays comme la Russie, avec le gouvernement en place, ça peut sembler être une norme, j'ai envie de dire. Mais seulement voilà. Beaucoup de critiques de l'opposition au Kremlin y voient une esthétique directement inspirée des propagandes nationales du XXe siècle. Et en farfouillant dans mes recherches sur ce type, j'ai découvert qu'il y a eu un immense scandale, et qui plus est le plus connu relevé par l'opposition, et pas mal d'internautes. Il concerne le clip de sa chanson intitulée « Nous ».
Sorti en 2023, une partie du public et de nombreux critiques ont trouvé que la mise en scène rappelait fortement l'imagerie fasciste, et notamment une séquence du film très célèbre intitulé Cabaret, sorti en 1972. Cabaret est une comédie musicale célèbre des années 70 qui, grosso modo, part d'une histoire d'amour entre une chanteuse excentrique d'un cabaret berlinois et un étudiant anglais dans un Berlin insouciant, décadent et festif, tandis que la montée du nazisme est de plus en plus omniprésente. Bref, et là où le scandale a commencé à apparaître, c'est qu'il y a une scène dans ce film qui rappelle grandement le clip de Shaman, ne serait-ce que dans les paroles. Et puis même, regardez le clip, c'est mimique, c'est gestuel, c'est positions. Le putain de brassard même. Это вечное в нашей крови, и мое поколение мы. Это связано небом от неба. Это мы. Никогда никому не слабить, не живем на коленях мы. Это правда одна на весь мир. Это мы. C'est vrai qu'il y a certaines ressemblances dans le look et les paroles. Oui, une ressemblance qui suscite la polémique, pas seulement chez les anti-Poutine, mais aussi chez les soutiens du régime qui trouvent que Shaman ressemble un petit peu trop à un membre des jeunesses hitlériennes dans cette vidéo. Son clip, en plus, est sorti le 20 avril, date de l'anniversaire de Adolf Hitler. Ce qui a alimenté les accusations de symbolisme douteux, même si Shaman et ses soutiens ont rejeté toute référence volontaire au nazisme. Vous l'aurez donc compris, Shaman est un cas assez emblématique de la manière dont le pouvoir russe utilise la pop culture pour soutenir la guerre, non pas seulement par des discours politiques directs, mais via des chansons émotionnelles, des concerts patriotiques et une imagerie nationale très travaillée. Ses soutiens le présentent comme une voix patriotique sincère, ses détracteurs, eux, le voient comme l'un des principaux artistes de propagande du régime russe actuel. Voilà pour cette grosse parenthèse sur cet artiste, je trouvais ça assez pertinent et important d'en parler. Et à contrario, comme je l'ai dit, remettre en question la guerre en Ukraine, le pouvoir en place, est très risqué. Des artistes ont vu leurs concerts annulés, d'autres ont été déclarés agents de l'étranger, certains ont fui et d'autres se sont tus. Et même pas toujours par peur immédiate, mais souvent d'épuisement. Украина, моя вторая половина, с небес смертельная лавина сойдет по прихоти страстей. Но я совру, если буду базарить, что не в деньгах счастье. И пусть с нами успех, но мы забудем о всем, что у нас есть, когда подойдет смерть. Я чувствую, как вокруг нас сгущаются тени. Река пылает, и мосты над ней разведены. Il y avait un groupe punk qui s'appelle Gogol Bordello. So, yeah. C'est un chanteur ukrainien d'origine plutôt tzigane. Il est arrivé aux États-Unis à New York. Il n'a jamais lâché son accent ukrainien, donc il parle en roulant bien les airs. Il fait un album génial qui s'appelle Immigrant Punk, et où voilà, il raconte un peu son truc de migrant ukrainien qui vient faire du punk aux États-Unis. Et lui, c'est vraiment un mec, si tu veux. C'est un punk. Ouais. C'est le mec, il se marre, il réunit des gens, il y a des icônes de partout. Tu retrouves tout l'esprit punk. Tu vois, t'as l'Ukrainien, le mec qui sort donc d'un pays post-soviétique, ouais, tout ça, qui bouge aux States. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Il y a la guerre en Ukraine. Et le mec, il a passé tous ses postes à faire du matraquage, envoyer des armes en Ukraine, Le punk devient engagé, tu vois ce que je veux dire? Et non seulement engagé, mais engagé pour la guerre. Ouais. Ce qui est tout le contraire du punk de base, quoi. Ouais. Le mec, on n'est pas moins punk pour autant. Mais le punk aujourd'hui, ça devient un truc, engage-toi en fait. Alors qu'à la base, c'est un truc de déserteur. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il va
directement en Ukraine. Il prend des avions, il demande à être envoyé là-bas pour aller faire des concerts pour les soldats ukrainiens, etc. et pour jouer. Donc c'est un engagement direct, etc. Le contrôle ne ressemble plus à celui de l'URSS. Il n'y a pas de comité central qui relie chaque chanson. Du point de vue du pouvoir actuel en Russie, il y a mieux que ça. L'anticipation. Les artistes savent, les producteurs savent, les organisateurs savent aussi. Quelles sont les limites à ne pas franchir? Alors on évite, on contourne, on se replie sur des thèmes neutres. On fait de la musique sans risque. Et c'est peut-être là que le silence devient le plus assourdissant. La guerre en Ukraine a accéléré une fracture déjà présente entre ceux qui partent et ceux qui restent, entre ceux qui parlent et ceux qui se taisent, entre ceux qui soutiennent et ceux qui refusent, parfois sans pouvoir le dire. Peut-on continuer à créer dans un pays en guerre, quand chaque mot peut être interprété, détourné ou même instrumentalisé? Certains artistes musicaux choisissent l'exil. Berlin, Erevan, Istanbul deviennent de nouveaux foyers culturels russophones. Une scène éclatée, diasporique, hantée par la culpabilité, la colère et la nostalgie. En 2026, la Russie n'est pas un pays sans musique, loin de là. Elle est un pays où la musique s'observe elle-même, où chaque création, chaque créateur se demande jusqu'où je peux aller. Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. У меня почти все есть, достоинство и честь, и даже крики «Браво!». Персональный самолет мне выделил народ, а что, имею право на животу? Вот тут набью тату, слуга народа. Pendant plus de 70 ans, l'histoire de la Russie et de l'Union soviétique ne s'est pas seulement écrite avec des discours, des frontières et des armées. Elle s'est aussi écrite avec du son, du bruit, de la musique. Au départ, il y avait le silence imposé, un silence idéologique, organisé, discipliné. Puis, un bruit venu de l'Ouest a commencé à le fissurer. Le rock n'a pas renversé l'Union soviétique, mais il a introduit quelque chose d'irréversible. L'idée qu'on pouvait ressentir autrement, vivre autrement, penser autrement, sans autorisation. Dans les appartements étroits, les caves humides et les usines abandonnées, une jeunesse a appris à écouter en cachette, à copier, à transmettre, à transformer chaque cassette, chaque concert clandestin en un acte intime de liberté. Puis est venu le punk. Quand les mots polis ne suffisaient plus, quand la colère ne pouvait plus être déguisée en poésie, le punk il en a rien eu à foutre, il a pas demandé la permission. Et quand l'empire est tombé, quand les statues sont restées debout, mais que l'idéologie s'est vidée, la musique a encore changé de forme. La techno n'a rien expliqué, elle n'a rien promis. Elle a fait danser des corps perdus dans des ruines industrielles, comme si le mouvement pouvait remplacer un instant le sens disparu. Puis l'histoire a ralenti avant de revenir sous un nouveau pouvoir, dans une Russie qui ne se disait plus idéologique, mais qui redevenait autoritaire. La musique est de nouveau attirée l'attention, pas parce qu'elle était bruyante, mais parce qu'elle révélait trop. Le rap, le punk féministe, les silences, les départs, les concerts annulés, les artistes classés, surveillés, exilés. Et aujourd'hui, en 2026, alors que la guerre en Ukraine redéfinit brutalement les frontières, la musique est redevenue ce qu'elle a toujours été dans cette région du monde. Elle ne dit pas toujours quoi penser, mais elle dit quand quelque chose ne va plus. Quand un régime commence à craindre la musique, ce n'est pas parce qu'elle est dangereuse en soi, mais c'est parce qu'elle échappe. Elle échappe aux slogans, elle échappe aux frontières, elle échappe aux vérités officielles. On peut brouiller des fréquences, interdire des concerts, fermer des clubs, forcer les artistes à s'exiler, mais le son trouve et trouvera toujours une fissure. Que ce soit gravé sur des os, copié sur des cassettes, crié dans des caves ou murmuré dans un casque quelque part, et tant qu'il y aura des gens pour écouter autrement, pour danser autrement, pour chanter autrement, le silence ne sera jamais total. Parce que l'histoire, parfois, ne s'entend pas dans les discours, elle s'entend dans le bruit et la musique. Pushka,
Ushkada, ushkada